L'idée du tour pédagogique est née de l'analyse des résultats de nos travaux de recherche doctorale sur la contribution socio-économique du tourisme au développement du pays. Et de ces travaux, il est sorti que le secteur du tourisme contribue de façon significative au développement socio-économique du pays, sauf qu'il est fortement dépendant de l'arrivée des touristes internationaux et qu'il était nécessaire de mettre en place un mécanisme pour que ce secteur s'appuie sur une réalité de consommation de ces produits à partir d'un mécanisme endogène. C'est ainsi que l'on a pensé à un projet de tourisme pédagogique afin que l'on mette à l'abri l'économie nationale des chocs internationaux qui, à travers l'arrivée des touristes internationaux, se répercutent sur l'économie nationale. Et pour ce faire, le tourisme pédagogique consiste à éduquer les citoyens à la consommation du produit touristique local en leur faisant prendre part à des activités inhérentes à ce secteur afin qu'ils découvrent ce dont on parle. Le tour pédagogique a une fois de plus organisé le 26 novembre 2022 à l'endroit d'un groupe de participants une randonnée pédestre ascension du pic d'Agou. Plus haut sommet du Togo, le mont Agou culmine à 986 mètres d'altitude et est situé à environ 105 km au nord-ouest de Lomé, dans la préfecture dont il porte le nom. Le tour pédagogique est un projet de tourisme éducateur initié par l'Association de volontaires togolais pour le développement humain durable, Avoto DHD, dans le but d'offrir à quiconque voudrait découvrir la richesse patrimoniale et culturelle du Togo profond un cadre permanent pour se faire et contribuer ainsi à l'essor du tourisme intérieur au Togo. Le tour pédagogique organise une deuxième sortie sur le pic d'Agou pour permettre à un groupe de participants de découvrir la richesse de notre pays à travers une randonnée pédestre attention du pic d'Agou ce 26 novembre 2022, ce qui leur permettra de traverser des végétations de plantations de café cacao, de bananeraies et de visiter la maison centenaire qui est au village de Kebokweta. À partir de là, ils feront l'ascension vers le plus haut sommet du Togo qui retient l'attention de tous les enseignements des cours de géographie de notre pays. Et c'est une occasion de plus pour valoriser les mets locaux puisqu'ils auront la chance d'en déguster un ainsi que les boissons locales pour valoriser ces efforts qui sont faits par les populations de ce village. Et les uns et les autres sont invités à prendre part à ce genre d'activité pour non seulement faire un exercice physique, mais aussi s'épanouir et de découvrir notre pays dans ses détails. Parti de Lomé autour de 7 heures, le premier arrêt a été fait à Avetonou pour visiter une distillerie de vin de palme en whisky local. Cette escale a permis aux participants de découvrir les installations y afférentes constituées de tonneaux avec un mécanisme de vase communicant et un système de refroidissement des vapeurs issues de l'ébullition du vin de palme permettant d'obtenir le whisky appelé sodabi. Ils ont également dégusté ces boissons, échangé avec les revendeurs avant de reprendre la route. Au passage, il leur a été présenté les sites de plantation et d'exploitation de l'ancienne Société nationale de palmeraie SONAP. Arrivés au village d'Agou-Kebo d'Alavé vers 9h30, les randonneurs ont été accueillis par le guide qui leur a donné des orientations sur les dispositions à prendre tout au long du parcours avant d'entamer la randonnée. Nous venons d'arriver au village de Kebo d'Alavé où nous allons entamer l'ascension pédestre.
du pic d'Abou. Derrière moi se trouve l'itinéraire que nous allons emprunter. Ici, ce sont des escaliers aménagés et cela va jusqu'à un certain niveau et le reste serait une piste faite de pierres stabilisées. Donc c'est un parcours atypique qui donne toujours envie de le refaire. C'est un parcours qui nécessite beaucoup d'efforts et le cours pédagogique donne l'opportunité de faire cet exercice à intervalles de temps réguliers à tous ceux qui voudraient bien s'y adonner et découvrir les réalités du plus haut sommet du Togo et des populations qui y vivent. Successivement, les randonneurs sont passés par la place des Bisous, les plantations de café-cacao, de bananeraies, de bambou et ont également découvert les collatiers, le poivre noir sur pied, les champs de taro et bien d'autres plantes. Ils ont par ailleurs eu l'opportunité de cueillir des cabosses de cacao qu'ils ont cassés afin d'en goûter le contenu, de déterrer des tarots. Le guide Bertrand Cocovena, cadre de l'administration publique togolaise et fils du milieu, s'est laissé aller aux sollicitations des randonneurs. Motivé de découvrir les moindres détails de cette végétation, l'attention des randonneurs a été retenue au passage par diverses réalités, entre autres un fruit, un mouvement de lézard, un chant d'oiseaux, le bruit de ruissellement des eaux, une plante non connue, une installation traditionnelle, etc. C'est le cas de l'installation des Toto, qui est un creux pavé de pierre aménagé pour l'extraction d'huile de noix de palme aux fins de fabrication du savon traditionnel. Les femmes qui se mettent autour et pilent en chantant se doivent de respecter certaines règles communautaires telles qu'expliquées ici. Dans l'ancien temps, à l'époque, jusqu'à l'époque récente même, on travaillait les noix de palme dedans pour fabriquer le savon. Donc comme les noix sont de grande quantité, on ne peut pas les piler dans nos mortiers là. Donc toute la communauté, sous forme d'entraide, vient piler ici. Donc si un citoyen s'entoure bien, tout le monde vient et on pile pour lui. Mais par exemple, si tu as fait objet d'un jugement chez le chef personnel et on t'amende ou bien on te donne des petites punitions à faire et tu es récalcitrant par exemple, on ne peut plus piler pour toi parce que c'est communautaire. Donc toi-même, tu t'excommunies comme ça. Donc non seulement cet exercice-là a un aspect économique, mais aussi c'est social. Sortis des plantations pour entamer une piste, les randonneurs aperçoivent plus loin en haut les antennes implantées au sommet de la montagne où ils doivent se rendre. À mi-parcours, la fatigue est déjà visible sur les visages. La saison sèche ayant débuté, le ciel assez dégagé ce jour-là laissait descendre sur eux des rayons solaires très vifs lorsqu'ils se retrouvaient en zone dégagée. L'effort fourni dans ces conditions les a amenés à se rafraîchir à divers points d'eau, notamment dans les ruisseaux, à des sources naturelles d'eau ou à une bonne fontaine. Après une petite pause pour se désaltérer, le groupe progressant découvre un ruisseau, occasion de se rafraîchir le corps. Au regard de la rareté des terres arables sur les flancs de la montagne, des pratiques culturelles hors sol se développent dans les villages. Ici, c'est un pied de tomate semé sur la hauteur d'une fondation de bâtiment et soutenu par des piquets que le groupe découvre. De site en site, les randonneurs sont arrivés à l'école centrale de la localité, perchée sur le flanc de la montagne avec une cour de récréation taillée dans la montagne. Pour dompter les peuples du milieu au cours de la colonisation, l'église évangélique a été implantée dans le village avec la construction de son temple en 1907.
C'est par la suite que l'église catholique du village a été construite. Le christianisme est arrivé ici très tôt. Déjà en 1907, on a construit cette église et envoyé les premiers missionnaires. Il y avait de grands guerriers. Vous savez que dans notre histoire, quand on parle des foyers de résistance, on a cité Tové, n'est-ce pas? Donc Tové là, ce n'est pas Tové seul qui combattait. Donc les guerriers quittaient ici aussi et ailleurs pour se joindre aux autres guerriers de Tové pour combattre les Allemands. Donc rapidement, il faut amener le christianisme et commencer par calmer les ardeurs. C'est pourquoi vous pouvez constater que malgré que le coin soit enclavé, ils ont quand même tout fait pour construire cette église. C'est avec les matériaux locaux, disons, pour transporter le ciment jusqu'ici. C'est depuis cela, le pied de la montagne, parce qu'il n'y avait pas de route. Donc, on forçait quand même des gens à transporter et continuer avec les matériaux locaux et construire cette chapelle. À la maison centenaire, les randonneurs ont découvert les sources d'eau aménagées pour les besoins du milieu, vu comment on y cherche de l'eau et bu de cette eau. C'est notre source d'eau, on n'est pas dit nos deux sources, il y en a deux. Il y a une première ici et il y a une deuxième. Donc c'est ces deux sources-là qui ravitaillent toute la population haute. Parce que comme vous le voyez, il y a la partie basse et il y a la partie haute que nous appelons Achavé. Donc c'est ces deux sources-là qui nous ravitaillent. Depuis l'arrivée de nos ancêtres ici dans les années 1800. Donc elle semble très petite, mais elle ne tarit jamais. Tout ce que vous voyez comme construction, les autres utilisations, c'est ces deux sources-là qui nous ravitaillent. Bon, nous avons quand même une histoire sacrée autour. Celle-là qui dit qu'une femme qui est en période de menstrues par exemple, ne vient pas pour puiser. Donc ses tantes, ses filles, si elles sont grandes, bien d'autres personnes peuvent lui donner de l'eau. Et aussi, avant de venir puiser, il faut se déchausser. C'était disons les tabous qui entouraient nos sources d'eau. Il faut reconnaître quand même qu'avec le christianisme, les gens s'entêtent un peu et violent ces règles. Mais si vous voyez bien la position de la source et là où on se positionne pour puiser l'eau, c'est aussi hygiénique. Si on laisse le côté peut-être sacré, c'est hygiénique qu'on se déchausse avant de venir ici puiser de l'eau pour ne pas faire rentrer des déchets dedans. De passage, un chasseur a été aperçu revenant des plantations, mais sans gibier cette fois-ci. Cette rencontre fut très édifiante pour les plus jeunes du groupe. Les randonneurs ont mérité une pause d'1 heure environ, ce qui leur a permis de reprendre des forces après la dégustation des boissons et d'un plat local. Ici, c'est du vin de palme qui leur est servi après avoir étanché leur soif avec l'eau de source. Le groupe a également profité de la vue imprenable sur la ville d'Agou et sur la route nationale numéro 5, Lomé-Balimé, depuis cette maison perchée à environ 500 mètres d'altitude. En outre, une présentation de la maison a été faite aux visiteurs, suivie de la découverte de la dalle en planche datant de 1920. Nous sommes dans la maison de Cocovenant. Il y a Rudolf. Donc, il fut architecte formé au Ghana. Il a exercé là-bas. Il a construit pour les colons au Ghana. Et après, il a décidé de rentrer au pays. Donc, au pays, quand il est arrivé, il a voulu représenter. Et il a représenté
une villa d'un colon qui était basé à Accra, chez lui. Malheureusement, ici, comme nous sommes dans la montagne, il était vraiment difficile de faire monter le ciment, les barres et autres. Mais comme il a tenu de construire sa maison sur le modèle de son patron d'Accra, il a réfléchi et il a pris les planches, il a fait son rez-de-chaussée. Après le rez-de-chaussée, en terre battue bien sûr, il a mis les planches que vous êtes en train de voir et il a fait son étage R+1. Donc il a terminé sa maison. Quand nous prenons la référence, nous pouvons parler de 1920 parce que son fils qui nous a fait l'historique de la maison, il est né, il a vu la maison là et il est né autour de 1926. C'est lui qui nous a fait l'historique de cette maison. Voilà ce que nous pouvons vous dire de cette maison centenaire. Donc à un moment, comme c'est en terre battue, la dégradation a commencé. Comme on voudrait garder son architecture, vous auriez vu la tôle. La tôle est restée intacte, le plan est resté intact. Nous qui sommes ses petits-fils et certains de ses enfants, les derniers qui sont encore là, ensemble, on s'est mis pour représenter ou bien pour garder l'architecture du vieux. Donc le bâtiment que vous êtes en train de voir maintenant, on a juste remplacé les briques en terre battue en ciment et on l'a gardé. Même la tôle est gardée, il n'y a aucune fuite. Nous avons juste remplacé le plafond. La reprise de la randonnée a été marquée par la distribution des cannes à tous les participants. Les techniques de construction dans cet environnement montagnard donnent lieu à un paysage fait de maisons en escalier les unes par rapport aux autres. Et pour ce faire, les habitants ont deux possibilités. Soit tailler la montagne pour créer une surface plane ou construire une grande fondation qui sera remblayée pour avoir une surface plane. Il faut préciser que ce défi relevé face à la nature témoigne de la capacité du promoteur de la construction à prendre soin de son ménage qui s'y établira. Sur les fortes pentes des sentiers devant les conduire au sommet de la montagne, les randonneurs ont découvert un lieu de mémoire où se sont déroulés de rudes combats lors des razzias à Chantilly au cours de la fête négrière. Ce lieu est une barrière de gros blocs de pierre de guerre appelée avakpé que les femmes fournissaient aux vaillants combattants qui étaient au front, abrite jusqu'à présent le siège du chef guerrier. Voilà, c'est là où je disais que je jette les fleurs à nos mamans, à nos soeurs, les femmes. C'est les femmes qui sont chargées de chercher les pierres. Elles rentrent dans la brousse, elles cherchent les pierres, elles viennent entasser et les hommes sont chargés de lancer. Voilà. Ça ne finit pas. Elles sont à l'œuvre. Elles vont, elles ramènent. Elles ramènent, les hommes sont là, eux, elles transportent. Les hommes lancent seulement. Donc quand lui il vient, les autres guerriers sont là, en train de lancer. Et lui, c'est sa place, ça. Il est là, lui-même, il est au front. Mais lui, il vient s'asseoir. Et les autres guerriers l'entourent. Les plus jeunes du groupe ont été les premiers à arriver au sommet. Une fois tous les randonneurs regroupés, la visite guidée des lieux a été faite avec l'un des agents des forces de défense et de sécurité en service sur le site. D'abord, la station météo a été approchée par le groupe, suivie de la présentation des autres installations, particulièrement le pic des Français qui culmine à 986 mètres et celui des Allemands dont l'altitude est de 996 mètres. Par ailleurs, les participants ont découvert le lieu de départ des sauts au parapente faits par certains touristes. Après cette visite, les randonneurs ont embarqué pour le chemin retour sur Loré.
Ce fut une très belle expérience pour les participants qui ont dû fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. C'est pour la première fois que je viens au Pic d'Agou. J'ai beaucoup aimé, surtout quand on a fait le détour de Beta. La marche, c'était vraiment bien, mais juste que j'étais un peu fatiguée. Mais bon, si on me demandait de refaire ça, je le ferais avec joie. Parce que c'est ma première expérience de faire une marche, une très longue marche comme ça, sur une longue distance. Et que j'ai beaucoup aimé. Le fait de visiter le Pic d'Agou pour la première fois, c'est une joie pour moi. Aujourd'hui, nous avons organisé à nouveau l'ascension du Pic d'Agou, ascension pédestre, en passant par le village de Kebokweta, avec différentes catégories de participants. On a eu des adolescents parmi nous et des adultes. Et nous avons constaté que tout le monde a pu faire le parcours et a été assez intéressé. Toutefois, il y a toujours de la fatigue, mais aujourd'hui le parcours a été vite entamé et vite achevé. Et ce qui est intéressant, et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons prendre les dispositions pour que très tôt nous commencions et que très tôt nous terminions. C'est-à-dire que le parcours que nous proposons est bien indiqué aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc du coup, tout le monde peut y prendre part. Mais nous organiserons par tranche d'âge pour que le rythme puisse être le même et permettre à chacun de pouvoir progresser à son rythme.